Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mercredi 11 décembre, la Syrie, 3 jours après le départ forcé du président Bachar el-Assad, les rebelles syriens se sont emparés de la ville de Deir ez-Zor dans l'est du pays. Dans ce journal, nous sommes sur le continent asiatique, en Corée du Sud. La population se mobilise tous les soirs à Séoul pour demander à son président de quitter le pouvoir. Et puis à la page sportive, juste après cette édition dans Radio Foot International, il sera question du Mondial 2034. C'était le seul pays candidat. Le mondial de foot dans 10 ans sera organisé en Arabie Saoudite. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. En Syrie, les rebelles syriens continuent de gagner du terrain après la chute de Bachar el-Assad. Les rebelles du HTS Hayat Tahrir al-Sham sont entrés dans la ville de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. Les forces kurdes sont acculées depuis le départ du président syrien. Théo Renaudon, bonjour. Bonjour. Du service international d'RFI, ancien correspondant au Kurdistan irakien. Théo, le nouveau pouvoir de Damas a donc repris le contrôle de Deir ez-Zor, cette ville en plein désert syrien. Oui, alors ce qu'il faut imaginer, c'est que Deir ez-Zor est bien loin des zones d'habitation kurde. Deir ez-Zor, province à majorité arabe, pour faire clair, les Kurdes ont envahi en partie la zone lors de la guerre contre Daesh, et ce n'est que la semaine dernière qu'ils ont pris toute la province en profitant de la fuite des troupes de Bachar vers Damas. Une occupation qui n'a pas du tout plu aux habitants. Certains ont manifesté violemment, on le voit sur des images diffusées par les médias locaux. Voilà, jet de pierre et tir en l'air. Donc, pour éviter l'affrontement, les combattants kurdes se sont retirés hier soir. Et il faut dire que les combats kurdes contre tribus arabes sont monnaie courante dans la zone. Région qui a son intérêt, le sol est imbibé de pétrole et c'est aussi un désert où se cache ce qu'il reste de militants de Daesh. Merci Théo Renaudon. Notons cet acte symbolique en Syrie, le tombeau, le monument funéraire où repose l'ancien président syrien Hafez el-Assad, situé dans son village sur la côte méditerranéenne à Latakia. Eh bien, ce tombeau a été incendié ces dernières heures. Le Proche-Orient vu des États-Unis, alors que Donald Trump ne veut pas se mêler, je le cite, du bordel syrien. L'administration du président Joe Biden juge au contraire qu'il est essentiel de s'y intéresser pour les États-Unis. D'ailleurs, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rend aujourd'hui en Jordanie, demain en Turquie, afin de discuter avec les autorités locales, notamment de la situation en Syrie. Un nouvel appel au cessez-le-feu à Gaza. L'Assemblée générale de l'ONU se prononce aujourd'hui sur un texte qui réclame une fois de plus un arrêt des combats immédiat à Gaza. C'est un appel symbolique après le veto américain. Les États-Unis ont le pouvoir de s'opposer à toute décision prise aux Nations Unies. Aujourd'hui, des frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont tué au moins 31 personnes dans la ville de Beth Laïa, au nord de l'enclave, indiquent des médecins. Enfin, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza annonce un nouveau bilan de 44 805 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël, il y a plus d'1 an. Le journal en français facile. En Corée du Sud, le bureau du président perquisitionné. Son bureau a été fouillé par la police. Les policiers recherchent des preuves de la tentative du président d'imposer la loi martiale en Corée du Sud. La loi martiale implique de donner le pouvoir aux militaires. C'était il y a une semaine. Depuis, de nombreuses Sud-Coréennes et Sud-Coréens réclament le départ du président Yoon. La mobilisation ne faiblit pas. Tous les soirs à 18h devant l'Assemblée nationale, les manifestants se rassemblent pour des veillées aux chandelles, des chandelles très modernes. Reportage Camille Ruiz. En face du Parlement, ces baguettes lumineuses forment une véritable marée de couleurs qui brillent dans l'obscurité.
On les appelle bâtons de lumière, light stick en anglais. Ils sont utilisés par les fans de K-pop lors des concerts. Objectif, soutenir leurs chanteurs et chanteuses préférés. Chaque groupe de K-pop a son propre light stick officiel. Shin Ji-hoon est une étudiante en art de 19 ans. Elle a apporté un ancien modèle du groupe de K-pop EXO, acheté il y a 5 ans. Cet objet est très important pour les fans. C'est quelque chose que vous utilisez pour soutenir quelqu'un que vous aimez. Quand je le brandis, j'ai l'impression de pouvoir m'exprimer grâce à ça, de pouvoir défendre la démocratie. Et j'en suis incroyablement fière. La plupart des propriétaires de ces objets sont des femmes. L'occasion de remarquer que la majorité des jeunes présents à ces rassemblements pro-démocratie sont des jeunes filles et que les jeunes hommes, eux, sont aux abonnés absents. Et pour cause, près de 60% d'entre eux ont voté pour le parti présidentiel aux dernières élections en 2022, tandis que 60% des femmes de moins de 30 ans ont donné leur bulletin au principal parti d'opposition, le Parti démocrate. Un résultat qui s'explique partiellement par l'antiféminisme assumé du président. Camille Ruiz, Séoul, RFI. Après la COP29 sur le climat, la COP16 sur la biodiversité. Conférence internationale en ce moment en Arabie Saoudite. Jusqu'à demain, il est question de désertification. Les débats s'orientent vers la dégradation des sols et ses conséquences pour les populations. L'Arabie Saoudite a annoncé aujourd'hui la création d'un partenariat mondial, autrement dit de l'argent, un fonds de 12 milliards de dollars. Avec cette annonce, l'Arabie Saoudite souhaite inciter les pays occidentaux à se joindre à eux pour venir en aide aux 80 pays les plus pauvres de la planète. Écoutons le vice-ministre de l'Environnement saoudien, le docteur Osama Ibrahim Feka. La première chose, c'est de développer les systèmes d'alerte précoce, parce que la plupart des agriculteurs vivent dans des zones rurales reculées et ils n'ont pas de moyens de communication avancés. Pourtant, les connaissances sont là, dans des centres en Europe, aux États-Unis ou disons dans les pays du Nord. Mais ces informations ne parviennent pas aux agriculteurs qui vivent dans les pays du Sud. Ce partenariat veut donc connecter les pays du Nord avec les pays du Sud, amener les organisations régionales et les ONG à combler ce fossé. Et pour cela, nous devons apporter l'information au bon moment, à la bonne population, dans la langue qu'elle pratique. Mais vous ne pouvez pas compter sur le fait qu'un agriculteur dans un pays frappé par la sécheresse, disons en Afrique, puisse lire et comprendre un bulletin météorologique que vous lui aurez donné. Il faut donc communiquer ces informations, mais également assurer une formation pour qu'il soit prêt en cas de sécheresse. Et cela passe par du renforcement de capacités, des cultures plus résistantes à la sécheresse, parce que vous pouvez obtenir une meilleure récolte qui résiste mieux à la sécheresse dans la région où vous habitez. Le vice-ministre de l'Environnement saoudien au micro d'Igor Strauss. En France, alors que le gouvernement de Michel Barnier n'est toujours pas remplacé, des agriculteurs en colère bloquent à l'heure actuelle le centre-ville de Dijon. Ils protestent contre l'accord entre l'UE et le Mercosur, accord qu'ils jugent déloyal, malhonnête. Refermons ce journal en musique avec une jeune artiste belge et camerounaise. Elle s'appelle Loubiana. Elle est conteuse, compositrice, chanteuse. Elle est en concert demain soir à Paris. Edmond Sadaka l'a rencontrée. Pour ce disque, Loubiana s'est inspirée de la couleur de la terre de ses ancêtres dans le village de Bangwa, dans l'ouest du Cameroun. Sur la pochette, une photo la présente encore enfant, se promenant tout sourire sur cette terre rougie par le fer. C'est vraiment un album qui parle de ma reconnexion à mes racines africaines et la couleur de cette terre en Afrique, dans plein de régions, qui est rouge et qui m'a longtemps intriguée et qui aujourd'hui représente beaucoup d'espoir et puis la couleur de l'amour aussi. J'y ai vu ma place près de toi. J'ai su que j'étais chez moi. Au fil des titres, on découvre quelques-unes des sources d'inspiration qui ont accompagné Loubiana, notamment les enseignements du maître de la Kora, Toumani Diabaté, disparu récemment et que l'on entend sur l'un des titres intitulé Mali. C'était d'ailleurs l'une de ses dernières collaborations. Loubiana partage un autre duo, Farafina Mousso, avec le chanteur et écrivain franco-rwandais Gaël Faye. Nos mères, nos sœurs, nos femmes, nos filles, vos cœurs frondeurs, âmes indociles, lumière, lueur. Et c'est avec la chanteuse Loubiana que se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté.